d'accueillir en fait Gabrielle Capeller qui va nous parler de la scolarisation obligatoire à 4 ans en Suisse. On avait indiqué au départ que c'est après plus d'une dizaine d'années, mais c'est plus une quinzaine d'années. On en a parlé cette semaine. Ça fait un peu comme au Québec, c'est-à-dire que les premières classes, l'école obligatoire a été annoncée, le programme a été publié ensuite. Donc, comme ici, nous, avec la maternelle 4 ans à temps plein qui est offerte depuis 2013, mais qui en a le programme qui a été publié en 2021 avec le programme SIC actuel qui a été finalement révisé en 2023. Donc, ce sont des enjeux qui sont discutés un peu partout à travers le monde lorsqu'on parle d'école obligatoire en bas âge, lorsqu'on parle d'école d'éducation préscolaire. Ce sont des discussions, des débats qu'on a ici aussi avec le Québec, avec tout ce qui est arrivé dans les dernières années avec l'apparition du programme SIC à l'éducation préscolaire et avec les classes de maternelle 4 ans qui se voient offertes de plus en plus, certaines ferment également. Donc, il y a quand même des constats, je crois, qui sont similaires dans les deux pays. On va pouvoir prendre le temps de discuter. Question technique. Ceux qui sont en ligne, on vous demanderait de laisser vos micros fermés. Par ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Je vais prendre le temps de les compiler et on va se garder un temps à la fin de la présentation pour répondre aux questions. Je ne crois pas que j'oublie rien. Donc, je te laisse la parole, Gabrielle. On a à peu près 1 heure pour ta présentation et pour les questions à la toute fin. C'est intéressant de vous positionner un petit peu ici. On voit bien la caméra sur le site. L'écran du blanc, on voit bien dans le comme ça. Ouais. Comme ça, c'est mieux? Oui, c'est bien. Super. D'accord. Bon, merci Stéphanie pour le mon micro à moi, mon son est fermé. Toi, et puis moi, je l'ai pas. Il est pas chez moi. OK, donc, ça devrait être correct. Je sais pas ce qu'on a touché. C'est bon. Voilà, on fait une tentative. Ça va. Super. Bon, merci Stéphanie pour l'invitation. Merci d'être ici sur la pause de midi. Merci aussi aux collègues qui sont à distance pour cette présentation. Une présentation en fait que j'ai construite suite aux discussions qu'on a eues avec Stéphanie, parce qu'effectivement, je me rends compte qu'on a pas mal de points similaires et j'ai même l'impression en fait que il y a certains éléments que tu évoques dans la discussion par rapport à ce que vous vivez actuellement au Québec, des éléments qu'on a déjà en fait vécu dans le contexte suisse. Et puis finalement, on peut se rendre compte maintenant, après plus de 15 ans, que finalement les constats sont finalement assez contrastés par rapport à ce que ça a apporté, les effets en fait indirects que ça a eu sur la scolarisation des élèves. Et puis, l'idée, c'est de vous présenter quelques points, je pense plutôt des points d'attention. Hein. Je n'ai pas fait de travaux directs, je m'appuie notamment sur des constats que l'équipe Girafe dans laquelle je suis inscrit a pu pas mal observer lors de formations continues, mais aussi des recherches qui ont été menées, mais voilà, il n'y a pas directement des données pour dire voilà, c'est ça les constats tels quels, c'est plutôt voilà, des éléments de réflexion que j'ai envie de pointer aujourd'hui. Je l'ai construit plutôt dans un souci en fait de comment dire, clarification aussi pour les collègues. C'est comme il y a ça résonne. Un retour de ça. Un peu plus. Est-ce que tu peux. Il y a genre son micro ouvert. Oui. Est-ce que tu peux éteindre les micros? Oui. De commentaires. Les joueurs. Je disais justement que cette présentation, j'ai essayé d'abord en fait de la penser en fait pour mes collègues du Canada qui ne connaissent pas forcément le contexte suisse ou bien qui régulièrement dans des colloques ou des débuts de présentation, on vous a toujours parlé d'harmonisation du système scolaire. Et donc, j'ai décidé de prendre un petit moment en fait pour vous présenter d'abord c'est quoi cette harmonisation du système scolaire en évoquant quelques points.
Et puis ensuite, je vais essayer de parcourir quelques constats finalement qu'on relève de part et d'autre, soit des constats qui nous reviennent de la littérature, des constats qui reviennent aussi peut-être des enseignants qu'on accompagne dans la formation, et aussi des constats qu'on peut voir nous aussi lorsqu'on est confronté à ce public. Alors commençons d'abord par quelques repères qui, pour moi, finalement, sont peut-être des éléments contextuels pour mieux comprendre finalement pourquoi est-ce qu'on est arrivé en Suisse à vouloir harmoniser notre système. Peut-être d'abord, et je n'ai pas mis une carte de la Suisse, elle viendra plus tard, on a 26 cantons, 26 régions, et puis l'éducation était l'affaire des cantons, donc 26 systèmes éducatifs différents en fonction des régions. Et donc, avant 2009, ce qu'on appelait l'école enfantine, ce que vous appelez école maternelle, donc de 4 à 6 ans, était une affaire cantonale essentiellement, où on voyait en fait des différences sur tout le territoire suisse, qui est relativement petit si on prend le territoire du Québec, des différences très grandes par rapport aux horaires, par rapport à la durée du temps à l'école, par rapport aux objectifs d'apprentissage qui étaient poursuivis dans ces degrés-là, par rapport au plan d'études. Il y avait parfois des plans d'études par canton ou différentes régions qui étaient ensemble pour un plan d'études. Au niveau des financements, et puis bien évidemment aussi au niveau de la formation des enseignants. Donc une grande diversité au niveau de ce qui est l'école enfantine. Si je montre un peu pour dire ce qu'il en était en termes de différences en fonction de l'entrée à l'école, on avait là des différences assez grandes en fonction des régions, où globalement, on avait pas mal de cantons qui proposaient l'entrée à l'école dès 4 ans. C'est ici je montre mon collègue ici en présentiel. J'ai juste mis en gras les cantons francophones où on parle le français, voire les cantons bilingues. Donc Berne qui est un canton bilingue, tout comme Fribourg, Valais. Et puis Jura-Neuchâtel et Vaud proposaient l'école enfantine dès 4 ans. Fribourg, dès 5 ans, on avait le Tessin, qui est toujours le cas, propose la possibilité de suivre l'école enfantine dès 3 ans. Donc, une première indication et une autre indication par rapport à l'obligation de fréquenter ces degrés-là, où peu de cantons obligeaient en fait une fréquentation obligatoire de tous les enfants. On avait juste Bâle-Ville qui le proposait et d'autres cantons suisse-allemands à partir de l'âge de 5 ans. Donc, on peut dire globalement que l'école enfantine n'était pas obligatoire pour tous les enfants du territoire, bien que on va dire qu'une majorité des enfants, en tout cas selon les auteurs ici que je cite, Banakat, en tout cas 85% des enfants suivaient l'école. J'ai juste mis ici un tableau aussi qui indique par rapport, une comparaison par rapport aux autres pays européens, mais aussi des données qui datent. C'était tous des éléments en fait contextuels pour arriver à la question de l'harmonisation. On voit que la scolarisation obligatoire est à partir de 5 ans pour Malte, l'Angleterre et les Pays-Bas. Pour d'autres, à partir de 6 ans, voire même 7 ans pour la Finlande, la Slovénie, le Danemark. Et puis, là, au milieu, il y a en fait chacun de ces pays propose toujours justement la possibilité aux enfants de suivre tout ce qui est le préscolaire, soit à partir de l'âge de 3, 4 ans, 5 ans, voire même dans certains, mais là on est dans des structures vraiment d'accueil, voire une année. Un grand débat en fait, on va dire, et puis les principaux arguments qui ont été avancés notamment pour la question de l'harmonisation du système, mais avec le point qui concerne l'âge d'entrée à l'école. Un des premiers éléments, et on en discutait avec Stéphanie, c'est aussi un élément qui est
relevé ici dans le contexte suisse, en tout cas, c'était l'idée de compenser l'effet de l'origine sociale sur les performances des élèves. Un élément qui revient très fortement dans tous les débats et qui a été en tout cas un argument qui a été essentiellement présenté dans notre contexte. Un autre élément qui revenait dans le rapport, et je ne l'avais pas perçu comme ça en 2009 lorsque j'étais aux études et je suivais ça de plus ou moins près, c'était la question de créer des structures qui donnent aux hommes et aux femmes la possibilité d'exercer une activité professionnelle, donc de pouvoir permettre à leur enfant d'aller à l'école, donc d'avoir en fait, si vous voulez, la possibilité que leur enfant commence suffisamment tôt l'école pour que tout le monde puisse avoir une activité professionnelle à côté, alors que peut-être cet argument-là a été avancé dans le sens où certains des parents devaient rester à la maison tant qu'un enfant n'était pas scolarisé, et en l'occurrence, cela pouvait être un peu plus tard. Et un autre élément qui revient, et on y reviendra un peu, c'était la question de flexibiliser la scolarisation pour tous les enfants en créant un cycle élémentaire. Et j'y reviendrai parce que lorsqu'on parle de cycle, on parle de 2 premières années de l'école enfantine et des 2 premières années du primaire. De réunir ces quatre années qui, pour certains, on va parler de cycle élémentaire, on va parler de cycle 1, mais c'était justement aussi un argument assez fort, notamment pour rendre la transition entre l'école enfantine et le primaire plus souple, et puis aussi pour permettre aux élèves qui auraient peut-être plus de difficultés de rester plus longtemps, une année de plus dans ce cycle, voire ceux qui avaient plus de facilité de faire ce cycle en une année, en 3 ans, pardon, c'était les arguments qui ont été évoqués. Donc tout ça a amené finalement à parler de ce concordat Armos. On parle d'Armos et même maintenant, on va nommer nos degrés scolaires en parlant de H, 1H, 2H pour le lien avec l'Armos. J'ai juste mis ici quelques éléments de loi qui reviennent ici dans ce concordat. Harmoniser les objectifs de l'enseignement et les structures scolaires, c'était le but, et puis notamment avoir des instruments de pilotage communs. Je reviendrai sur la question des pilotages communs par la suite. Notamment, comme article 2, principe de base, respectueux de la diversité des cultures de la Suisse plurilingue. Et si je continue par rapport à quelques éléments, l'article 3, on est sur la question de la formation de base, les connaissances et les compétences fondamentales, ainsi que l'identité culturelle. Je présente juste les points, j'y reviendrai après. La question de parler des langues, des mathématiques, sciences, nature, sciences humaines et sociales, musique, art et activités créatrices, mouvement et santé, qui sont justement des entrées plutôt disciplinaires qu'on verra après dans le plan d'études. Mais c'était justement aussi l'enjeu d'harmoniser cela par rapport aux différentes régions de la Suisse. Donc, en fait, là, j'ai présenté que quelques articles en lien finalement avec la présentation que je vais faire sur l'entrée de l'école, mais sachez que le concordat Armos, finalement, il structure toute l'école obligatoire, donc de l'entrée à l'école à 4 ans à la fin du secondaire. Et donc, il a édicté plusieurs éléments, notamment aussi des choses que j'ai pas présenté ici, comme le fait qu'il y ait des cours blocs, c'est-à-dire sur la journée totale, c'est-à-dire que les enfants puissent manger à l'école. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Maintenant, il y a cette possibilité-là. Et puis, dire que voilà, il y a 2 ans d'école enfantine, le premier cycle, donc 2 ans d'école enfantine, les 2 premières années d'école primaire, et puis après, on a le 2e cycle qui regroupe les 4 années primaires et puis les 3 années du cycle d'orientation, donc je veux dire du secondaire. Donc ça, c'est un autre élément. Voilà. Je suis allé un tout petit peu trop vite. Par rapport à ça, donc dans un système fédéral, il a fallu que chaque canton accepte finalement ce concordat avec le fait
qu'il fallait, je crois, je ne sais plus combien de cantons exacts pour que ça passe. Il ne fallait pas que tous les cantons l'acceptent, mais il fallait quand même une majorité assez grande. Et puis, globalement, c'est ce qui s'est passé. Ça date de 2009. Hein, il y avait encore des cantons qui ne s'étaient pas prononcés, qui finalement l'ont aussi accepté, avec des cantons qui ont refusé et les cantons ouverts qui ont accepté. Je suis issu du canton de Fribourg, qui est juste situé ici. C'est le canton, si je reviens un tout petit peu en arrière, c'est le canton où l'école enfantine n'était pas obligatoire et dès l'âge de 5 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le peuple a dû voter sur cette loi, notamment à cause de cette question, parce que beaucoup d'enfants, les initiataires du référendum, trouvaient que l'entrée à 4 ans était beaucoup trop tôt pour les enfants. Donc, ils voulaient en fait être contre ce concordat pour ce projet-là. Finalement, ça a été accepté à 75% des voix. Voilà, pour les constats par rapport à ce concordat, en tout cas, cet élément qu'on relève souvent par rapport à notre contexte. Alors, premier élément, et je pense plus on avance, en tout cas dans notre compréhension de ce qui se passe actuellement dans les premiers degrés de la scolarité, nous revient pas mal par rapport au plan d'études, donc le programme, comme vous l'appelez, et c'est vrai qu'en discutant avec Stéphanie, on s'est rendu compte que c'était également aussi quelque chose d'assez complexe chez vous au Québec et qui chez nous finalement est vraiment un problème qui a eu pas mal, en tout cas un élément qui a eu pas mal d'incidence sur toutes les pratiques d'enseignement dans ces premiers degrés. Hein, si on s'appuie sur sur quelques éléments théoriques, on pourrait dire qu'il y a deux types de programmes, des programmes où on aura plutôt une visée d'une approche globale, hein, centrée sur le développement de l'enfant, où on va penser par grandes thématiques, les aspects, on est un peu plus proche dans votre cas, hein, sur les aspects au niveau de tout ce qui est les habiletés sociales, affectives et cognitives, ou alors un programme qui est plutôt basé sur des approches plutôt didactiques, académiques ou instructionnistes, on va dire plutôt, mais voire disciplinaires. Et on pourrait dire que le nôtre est plutôt inscrit en fait dans une approche en lien avec les disciplines. J'ai montré ici, je vais vous le dérouler, je vais vous montrer quelques exemples où la structure en fait du programme fait qu'on met en avant les disciplines scolaires avant tout, même si on lit l'introduction de notre plan d'études, on va dire que voilà, on met aussi en centre le projet global de l'enfant, hein, avec des capacités transversales, mais dans le fond, c'est surtout les disciplines qui sont inscrites. Si je vous montre ça un peu de plus près, on a en fait donc ces différentes entrées langues. C'est les mêmes entrées qu'on avait trouvées dans le concordat Armos, hein, ce qui a été donc voté et retenu pour harmoniser le système. Donc une entrée par maths, par mathématiques, sciences humaines et sociales, les arts, le corps et mouvement, l'éducation numérique qui a été introduite en 2011 et la formation générale et les capacités transversales. Pourquoi je vous le montre maintenant dans un détail encore plus précis pour dire à quel point ça va dans le détail. Donc, imaginez-vous un enseignant qui enseigne auprès d'enfants de 4, 5 et 6 ans et voit en fait tout ce qu'il est censé travailler avec les enfants, en tout cas à vue d'œil comme ça pourrait être relativement effrayant. Donc, on a plein d'entrées au niveau, là c'est l'exemple du français, compréhension d'écrit, compréhension orale, production orale, accès à la littérature, fonctionnement de la langue. On a ici donc des objectifs d'apprentissage. Je ne vais pas forcément tous vous les dicter, mais ici on serait pour le cycle 1, donc les 2 premières années d'école enfantine à partir de 4 ans et les 2 premières années du primaire. Il est organisé pour qu'on ait aussi directement la suite pour la suite du primaire, par rapport donc les 4 prochaines années du primaire et ensuite l'école secondaire. Donc on a tout au même endroit, hein, avec la même logique, la même pensée au niveau
des disciplinaires indépendamment de l'âge, si ce n'est finalement après une spécialisation par rapport au degré. Et si on clique dessus, on peut encore aller beaucoup plus loin, où on a en fait ici une entrée où on va parler de progression des apprentissages, où on a plein de progressions possibles. Et là, c'est qu'un exemple sur ce que je vous ai montré par rapport au français. Et là, ce serait pour les 1-2, donc pour les premières années, donc de 4 à 6 ans, avec plein de propositions d'apprentissage, et ensuite pour ceux du primaire. Donc, il est bien différent du vôtre. Je voulais encore juste vous montrer la même chose pour les mathématiques, pour ouvrir un autre exemple, où là, on aura de nouveau toutes les objectifs, explorer l'espace, poser et résoudre des problèmes pour construire et structurer des représentations du nombre, etc. Avec, de nouveau, si je clique sur l'un des éléments, c'était poser et résoudre des problèmes. Attention, attention. Ah, je ne peux pas les activer, les micros. Comment? Oui, mais ça, il est rendu compte. Oui, Jason, on l'adapte. Jason. Voilà. Pardon, Gabriel. Avec donc voilà, un autre exemple par rapport aux mathématiques, où là, de nouveau, on a un exemple parmi les autres avec exactement la même structure. Donc, si je reviens un tout petit peu en arrière au niveau de la présentation, imaginez-vous donc que dès 4 ans, dans notre contexte, on a ce plan d'études pour les enseignants qui enseignent dans ces degrés-là, avec exactement par discipline, langue, mathématiques, sciences humaines, art, corps et mouvement, éducation et numérique, exactement la même procédure avec toutes les progressions des apprentissages possibles. Donc, ce qui donne en fait une multitude d'éléments qui sont en fait comme étant des objectifs d'apprentissage dès l'âge de 4 ans. Et pourquoi je disais c'était un des constats premiers qu'on peut évoquer par rapport à l'introduction de cette, pas l'introduction, pardon, je me trompe un tout petit peu, le fait d'avoir rendu obligatoire l'école dès l'âge de 4 ans, du coup, comme c'est obligatoire, il nous faut un plan d'études parce que c'est obligatoire, fait que ça a donné beaucoup de pression sur les enseignants du terrain, notamment pour se dire, mais voilà, tout ce qui est à travailler en classe, et puis nous, un des premiers travaux qu'on a à faire, c'est plutôt d'essayer de prendre du recul par rapport à tous ces objectifs et se dire c'est quoi les objectifs centraux à travailler là-dedans. Donc on a là un premier constat qui serait assez contrasté par rapport à cette obligation. J'ai encore mis ici par rapport à tout ce qui est formation générale, mais on est là sur des éléments plutôt en lien avec les capacités transversales et la formation générale. Et puis, il y a encore une petite page qu'on trouve difficilement sur la didactique des apprentissages fondamentaux, mais où les enseignants ont peu accès s'ils n'y sont pas directement dirigés. Donc voilà un premier constat par rapport à cette obligation. Un deuxième constat, le fait que ce soit obligatoire, il y a bien sûr de prescriptions cantonales qui sont proposées ou je dirais, prescrites aux enseignants. Et une des premières prescriptions qu'on voit émerger dans la plupart des cantons, c'est un cadre général de l'évaluation. On a un plan d'études, donc il faut évaluer les apprentissages, les progressions des élèves en classe. Ce qui fait que là, il y a pas mal d'effets, en fait, qui pourraient être des effets aussi indirects avec des effets plus ou moins négatifs, notamment le fait que, comme on doit évaluer, on est tenu d'évaluer, les enseignants sont souvent amenés plutôt à trouver en fait une manière de justifier, prouver, argumenter ce qu'elles ont observé en classe, souvent par des traces écrites. Donc, traces écrites fait que pour des élèves qui sont justement pas scripteurs, ça peut créer quelques difficultés. On aura là des différences cantonales
assez grande avec des cantons qui demandent déjà à ce qu'il y ait des retours aux parents dès la première année, donc première année d'école enfantine. D'autres, ce sera à partir de la troisième année, donc la première année du primaire. Mais en tout cas, chaque canton indique, et puis on le voit dans ce cadre général de l'évaluation, qu'il y ait une rencontre avec les parents, qu'on puisse justement présenter ce que l'élève a fait. Les prescriptions, et là c'est la prescription du cadre général de l'évaluation pour le canton de Vaud, dans lequel je suis ici où je travaille. Je vous montrerai après au niveau en tout cas de ce qu'on demande au niveau de la première et de la deuxième année d'école enfantine. Donc je suis désolé, hein, je me plante toujours un peu. Première et deuxième année, chez nous, on s'arrêterait là. Je dis école enfantine pour vous, pour pas qu'on confonde avec le primaire. Donc, les premières années, deuxième année primaire, on dit carrément chez nous, étant donné qu'elle est obligatoire. Là, le cadre général de l'évaluation indique que c'est une rencontre avec les parents et que l'évaluation est essentiellement considérée comme une évaluation formative. Toutefois, chaque direction d'établissement va interpréter ce cadre général de l'établissement à sa manière. Et comme c'est un cadre général de l'évaluation qui est identique pour toute la scolarité obligatoire, donc de la première année à la fin du secondaire, bah, dites-vous bien que dans les discussions de salle des maîtres, etc., avec les attentes des directions, il y aura parfois des orientations qui seront prises, comme par exemple des documents qui doivent suivre l'élève pour indiquer des traces et tout. Donc voilà de nouveau un constat assez contrasté, parce qu'il dit devoir évaluer les élèves, notamment avec les attentes soit des directeurs, soit des parents, ou bien de comment les enseignants perçoivent ce document-là, ça aura aussi une influence sur les pratiques qui seront mobilisées en classe, comme certains auteurs l'ont relevé. La question des traces écrites, donc bien évidemment, si on veut travailler sur des traces écrites, on va avoir plutôt des approches plutôt individuelles, des approches qui sont plus proches de ce qu'on fait avec des élèves lecteurs et proches du primaire. Donc, effectivement, ça a une influence sur les premiers degrés et les pratiques des enseignants. J'ai juste mis ce que je vous ai déjà dit à l'oral. Je vois que le temps avance sur cette question des spécificités par rapport aux premières années, mais dites-vous bien que dans ce même document, on a exactement les mêmes éléments pour les autres années de la scolarité. J'ai mis ici encore une autre prescription qui est le cahier de communication, qui finalement part d'une bonne intention, hein, où les enseignants doivent finalement communiquer avec les parents, mais les parents peuvent aussi communiquer avec l'école, mais en lien avec la question de l'évaluation. Et parfois, ce document est plutôt perçu comme un outil où on va mettre des choses par écrit par rapport à une observation qu'on a fait en classe par rapport à un enfant. Donc, imaginez-vous, à 4 ans, parfois, certaines de ces observations ne sont pas tout à fait très bienvenues, en tout cas, peuvent avoir des incidences sur la suite. Une autre prescription encore, et c'est la prescription, je pense, qui a un impact extrêmement fort sur les pratiques en classe. Anne-Claire Georgie avait organisé justement une journée de formation continue il y a plus d'1 mois en arrière, et on est beaucoup revenu sur la question de la grille horaire, et vraiment les enseignantes relevaient le problème de cette grille horaire, parce que finalement, si on l'observe ici telle quelle, donc ça c'est la grille horaire du canton de Vaud, on indique en fait un pourcentage de combien chaque discipline doit être faite sur le temps scolaire. Donc dès la 1P, donc dès 4 ans, on dit ici 20% de français, 10% de maths, 5% sciences de nature, histoire, géographie, et 13% art visuel, musique, activité créatrice, 17 corps et mouvements, et 35 pour les apprentissages fondamentaux, qui a été introduit par après, finalement, qui a en tout cas donné un peu de place pour les enseignantes, pour mettre la place un peu au jeu. Mais sans ça,
il n'y aurait pas de temps parce que finalement, lorsqu'on évoquait la question, par exemple, du jeu, mais on pourrait évoquer d'autres pratiques. Si c'est des pratiques plutôt interdisciplinaires ou de projet, on se dit, mais finalement, quelle discipline je suis en train de travailler là? Donc, ce document-là a plutôt une incidence de vouloir découper le temps en disciplines dès les premiers degrés de la scolarité. Donc, je l'ai dit indirectement avant par rapport à des modalités de travail qui disparaissent ou qui ont disparu ou qui, finalement, il y a tout un travail à faire pour pouvoir faire en sorte que les enseignants osent se les réapproprier, les remettre en classe. Il y a aussi beaucoup de différences au niveau des cantons. Mais par rapport à ça, en tout cas, la place du jeu libre ou du jeu de faire semblant a en tout cas été bien, comment dire, impacté suite à l'harmonisation de ce système et puis le fait que l'école soit devenue obligatoire. École obligatoire, donc la représentation qu'on a, on doit apprendre. Et vous l'avez vu par rapport aux différents éléments que je l'ai montrés avant. Donc là, peut-être juste quelques éléments, hein, mais souvent perçu comme une situation récréative. Donc du coup, par rapport à la grille horaire, où est-ce que je mets ce temps en lien avec le jeu souvent parce que c'est découpé en discipline scolaire, je l'ai déjà dit avant, et ça crée en fait pas mal de situations. Ça, c'est en lien avec le jeu, mais pas mal de modalités finalement, de manière générale, sur le temps scolaire qui se modifie, bien que, en tout cas, le rapport sur lequel pas mal de gens se sont appuyés par rapport à la question de l'âge obligatoire pour commencer l'école dans le contexte de l'harmonisation du système suisse, donc Van et Hall 2000 Suisse, disait bien que l'idée, c'était de faire en sorte de garder les pratiques des premiers degrés de la scolarité, donc de l'école enfantine, et essayer de faire en sorte de pouvoir les garder dans l'école obligatoire. J'ai remis ici juste des éléments d'auteurs, hein, de chercheurs dans le contexte suisse, mais on parle de pratiques qui semblent être beaucoup plus transmissives. Du coup, étant donné qu'on est en lien avec des disciplines scolaires, on va même parler de primarisation des 2 premières années de l'école, hein, parce qu'on est proche de pratiques qui ressemblent à des pratiques issues du primaire. On aura tendance à formaliser davantage les pratiques, étant donné qu'on doit évaluer aussi et puis faire en sorte que tous les éléments qui sont inscrits dans le plan d'études soient travaillés. Du coup, on aura tendance à partir sur des tâches plutôt individualisées, ce qui nous permet de, en tout cas dans la présentation qu'ont certains professionnels, de mieux pouvoir documenter ce que l'élève a fait avec des traces écrites. Et puis, autant le jeu de faire semblant que les collectifs d'apprentissage sont des modalités qui tendent à disparaître dans notre système. Donc voilà quelques éléments bien noirs, en tout cas des constats indirects qu'il y a eu avec le fait de rendre l'école obligatoire dès l'âge de 4 ans. Parce que pourtant, il y avait quand même l'idée, et ça, je pense qu'on aura encore besoin de documenter tout ça et de voir finalement quels sont les points positifs. C'est la question, en fait, de créer un cycle, une flexibilisation, je l'avais dit aussi au début de ma présentation, sur les 4 premières années. Et là, je pense qu'en fait, il faut faire un direct, même si sur le terrain, ça se voit pas directement ainsi. Le fait que finalement, on dit que les 2 premières années donc, de l'école enfantine et les 2 premières années de l'école primaire sont un cycle. Ce qui est finalement un beau projet pour parler de transition. L'élève, il n'est pas lecteur à 6 ans directement, il va passer à l'école primaire, il y a quelque chose, en fait, une certaine souplesse qui est un beau projet dans cette harmonisation. Dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. On a vraiment des gens qui travaillent en 1-2 et des gens qui travaillent en 3-4. Il y a quelques projets
dans certains établissements où il y a des propositions d'avoir des classes multi-âges, où on a des élèves de la première à la quatrième année, donc des élèves entre 4 et 8 ans, mais ça reste des projets très ponctuels. Donc, voilà, en fait, par rapport aux éléments un peu plus noirs que je présentais avant, du coup, finalement, le fait de penser ça en cycle, ça a permis de questionner la place, en fait, du jeu libre, du jeu de faire semblant en 3-4 au début du primaire, ce qui ne se faisait pas avant. Avant, ça ne se discutait pas du tout. Et du coup, maintenant, il y a la possibilité, en tout cas, de questionner ces pratiques, d'évoquer ça avec les enseignantes, notamment pour améliorer la transition entre la fin de l'école enfantine et le début du primaire. Et voilà, ce serait intéressant d'avoir des données par rapport à ça, mais il y a tout un travail qui se fait. Donc, j'ai envie de dire, c'est un effet positif de cette harmonisation. Un autre, ben, du coup, c'est les modalités de travail. Est-ce que, on a beaucoup parlé de la primarisation des 1-2. Là, ce serait maintenant de voir si on arrive finalement par ce changement aussi à modifier les modalités de travail au début du primaire pour les rendre davantage plus souples. Un autre élément, c'est de penser les premiers apprentissages, comme ils sont inscrits alors pour l'instant en discipline, de les penser sur 4 ans et pas sur 2 ans. Hein, quand même, il y a une partie des objectifs où l'enjeu et le plan d'études le dit bien de cette manière-là, c'est des objectifs que les élèves doivent atteindre à la fin de la 4e année. Donc finalement, on allonge de 2 ans, mais après, dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. On a des enseignantes en 1-2, des enseignantes ou des enseignants en 3-4. Donc c'est vrai que pour avoir finalement une vue globale de l'élève, c'est relativement difficile, mais quand même, l'intention est intéressante. Je l'ai dit par rapport aux objectifs, je l'ai également dit par rapport aux 2 premières années, transition entre les 2 premières années et l'école primaire. Le plan d'études a aussi fait qu'il y a des moyens d'enseignement, dès la première année de l'école, dès l'âge de 4 ans, avec finalement des effets en tout cas assez contrastés par rapport à ça, parce que je voulais presque vous montrer une vidéo, mais je vois que je n'ai pas le temps par rapport à la présentation. Si vous avez le temps, vous pouvez aller cliquer ici, la présentation du moyen de français, avec énormément de tâches qui sont proposées à faire avec les élèves. Et souvent avec des parcours à suivre, ce qui sous-entend en fait qu'avec tous les élèves, dès l'âge de 4 ans, on pourrait travailler sur la même tâche, qui parfois peut en fait avoir une influence sur les pratiques en classe en se disant, bah voilà, maintenant j'ai le moyen de français, le français est inscrit dans le plan d'études, voilà toutes les activités que j'ai à faire avec mes élèves, qui est finalement a une influence sur les pratiques que les enseignants auront en classe en se disant, bah voilà, j'ai tant d'activités, donc je dois pouvoir les mener. On a la même chose pour les mathématiques et la géographie. De l'autre côté, on a des moyens avec une diversité, avec des livres, avec des indications pédagogiques qui peuvent être assez intéressantes. Donc là, effectivement, on peut voir ça des 2 côtés. Je repointe ici juste encore un autre élément par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, par rapport à la question des moyens d'enseignement dès l'école enfantine. Il y a la question du monitorage du système éducatif suisse qui est inscrit dans le projet du Concordat Armos. Et donc, en tout cas, pour l'instant, on n'est pas un monitorage au niveau suisse par rapport au premier cycle, mais tout de même au niveau cantonal et dans plusieurs cantons, on a en fait une épreuve à la fin de 4e année, une épreuve de français pour évaluer les compétences des enfants. Alors, ça semble être à la fin des 2 premières années de l'école primaire,
mais ça a un impact indirect en fait sur tout ce qui se passe avant, parce que en tout cas au niveau des enseignantes 2, 3, 4, avec qui on discute donc les 2 premières années d'école primaire, sont sous pression parce qu'elles espèrent que leurs élèves vont bien réussir cette épreuve-là. Donc, comme elles sont sous pression par rapport aux Français, elles ont aussi des attentes vis-à-vis de leurs collègues en 1-2 et elles le font indirectement ou directement sentir à leurs collègues, notamment par rapport aux Français. Donc, vous vous rendez compte que finalement, ça a des impacts indirects sur les pratiques. Encore un autre dernier élément, c'est la formation des enseignants, mais je me suis rendu compte qu'en tout cas ici, on est sur une formation relativement proche dans l'idée que les gens qui enseignent à l'école maternelle peuvent aussi enseigner au primaire. On va parler de généralistes, et c'est le cas en Suisse, avec une diversité cantonale, notamment plutôt une diversité en fonction des régions linguistiques, mais ce qu'on peut voir quand même globalement par rapport au contexte de la Suisse francophone, c'est qu'on va pouvoir se spécialiser dans un degré, soit le cycle 1, soit le cycle 2. Et puis, si on est dans le cycle 2, on va aussi pouvoir choisir certaines disciplines, se spécialiser, parce qu'il y a notamment l'anglais en plus, donc ça fait beaucoup de disciplines à maîtriser, donc on va pouvoir faire un choix. Mais cette spécialisation, en fait, quand même dans les faits, varie quand même d'une école à une autre en fonction du plan d'études, en fonction des cours qui sont proposés, parce que à la fin, en tout cas pour une majorité des étudiants, ils sortiront, en tout cas pour la partie francophone, avec un diplôme les 2 premières années et puis les 6 premières années du primaire, donc pouvoir enseigner dans tous les degrés. Je l'ai aussi mis ici, en fait, parce que ça a un impact, en tout cas dans les discussions, c'est-à-dire que, effectivement, si on se projette plutôt à enseigner à la fin du primaire, mais finalement on a une classe en début de la scolarité, on n'aura peut-être pas finalement les mêmes connaissances sur comment enseigner auprès des élèves, notamment les élèves des premiers degrés de la scolarité qui ont des besoins spécifiques. Ce qui fait aussi qu'on aura tendance dans nos formations souvent à centrer sur nos exemples ou nos cours, en tout cas pour certains des cours que les étudiants suivent, notamment sur le milieu de la scolarité, pas sur l'entrée forcément ou la sortie des adolescents, mais vraiment sur les pratiques plus classiques de ce qu'on va dire au milieu du primaire, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'avec des enfants de 4 ans, on en parlait aussi justement, ou des enfants de 10 ans. Donc voilà quelques éléments qu'on peut dire finalement sont des effets indirects d'avoir rendu l'école obligatoire dans notre région, donc en Suisse. Pour conclure, j'ai juste mis ici quelques points qui me semblent être vraiment en fait des éléments qui ont un impact très fort en fait sur les pratiques des enseignants en classe et sur ce qui fait qu'il y a des éléments qui ont changé. Le premier élément, c'est le fait que l'école soit obligatoire. Je l'avais présenté au début de la conférence. Dans beaucoup de cantons, les enfants pouvaient déjà aller à l'école à 4 ans, mais il n'y avait pas encore cette obligation. Donc, du coup, vu qu'on est sur un enseignement obligatoire, on a un plan d'études qui est le même pour toute la scolarité obligatoire. Et je vous l'avais montré avant, il y a cette volonté de monitorage, de suivi du système, notamment avec cette épreuve en fin de 4e année. Avec plein d'éléments entre deux, et c'est ça que j'ai mis plutôt négatif ou positif, je pense que ça dépend
dans quel sens on arrive à faire basculer les éléments et comment est-ce qu'ils sont compris, comment est-ce qu'on les utilise, notamment dans les premiers degrés de la scolarité. Je pense qu'un des points positifs, c'est le fait d'avoir travaillé sur ce cycle où on réunit les 1-2 et les 3-4. La formation des enseignants, ça dépend comment on la voit et comment est-ce qu'on la construit. On pourrait plutôt être sur quelque chose qui a un impact négatif, notamment le fait qu'on n'ait peut-être pas une formation suffisamment poussée sur les spécificités des premiers degrés, avec l'autre en se disant au moins il y a une partie des enseignants qui savent comment est-ce que les premiers degrés fonctionnent, donc si tout d'un coup ils sont amenés à changer de degré, ils peuvent le faire de manière assez adéquate. La question des moyens d'enseignement, on pourrait dire qu'un effet négatif par rapport à la compréhension qu'on a ou par rapport au rythme des élèves, par rapport à quel moment on va travailler quelle tâche dans les classes, qui peut parfois être justement une prescription assez forte au niveau des enseignants qui aura une influence sur les pratiques. De l'autre côté, en se disant, voilà, on a des moyens, on a des ressources, peut-être que ces tâches, elles peuvent être utilisées de différentes manières et ça peut être en tout cas une manière de structurer l'enseignement lorsque c'est nécessaire à bon escient. Et puis, la question des prescriptions, grilles horaires, directives sur l'évaluation. Comme je vous ai présenté la question de la grille horaire, je vous l'ai montré de manière assez ayant en tout cas un impact assez négatif. Mais de l'autre côté, si on avait une grille horaire qui nous disait il y avait tant d'heures où les enfants devaient faire du jeu, il y avait tant d'heures où ils devaient explorer à l'extérieur pour découvrir la nature, etc., et tout, tant d'heures pour travailler en projet, on serait très content qu'il y ait cette grille-là. Donc, j'aurais plutôt envie de la mettre. Ça dépend comment on l'utilise. Après, il y a plein de facteurs qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et j'ai envie de dire que tout ça, ça a un impact sur les pratiques des enseignants en classe. Et puis là, les pratiques des enseignants, j'ai pas assez, documenté ou pris comme point pour aujourd'hui, mais c'est au sens très large. C'est les pratiques telles quelles dans la classe, les modalités de travail, jeux collectifs, fiches, travail par projet, travail plus dans une discipline ou de manière interdisciplinaire, mais aussi les impacts sur les pratiques d'évaluation, d'observation des élèves, la manière de faire un retour aux parents, et puis aussi un impact sur la question des signalements, étant donné qu'il y a tellement d'objectifs à atteindre, un enseignant va peut-être justement vouloir plus signaler des difficultés qu'il rencontre chez des élèves pour justement peut-être trouver, entre guillemets, des explications pourquoi certains élèves n'avancent pas, ou justement lorsqu'il va devoir passer ses élèves aux enseignants de 3-4 en disant, voilà, j'ai une liste d'élèves qui rencontrent des difficultés. Je le dis de cette manière-là parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que depuis l'introduction en tout cas de l'harmonisation de ce système, il y a pas mal une augmentation de signalement qui est de plus en plus fort dans les classes des premiers degrés de la scolarité. Voilà. Merci, Gabrielle. Plein de choses. C'est sûr que moi, mon champ, c'est l'éducation préscolaire. Puis effectivement, il y a plein de parallèles dont on peut faire entre ce que vous vivez actuellement en Suisse et nous. Peut-être juste pour spécifier, puis je ne sais pas, après, je pourrais prendre les questions aussi, puis en ligne, ceux qui ont des questions dans le clavardage. Mais en fait, tu parlais tout à l'heure notamment du programme cycle. Pour spécifier ici au Québec, le programme cycle depuis 2023, ça a permis justement de concevoir un cycle à l'éducation préscolaire, maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, et ce n'est pas obligatoire. Par ailleurs, il y a environ 98% des enfants qui fréquentent une classe de maternelle 5 ans, puis dans les dernières statistiques, c'est environ 25% qui fréquentent une classe de maternelle 4 ans, donc il y en a quand même à plus fort pourcentage, une plus grande majorité à la maternelle 5 ans, parce que nous, on a quand même un service, un réseau de CPE et des services de garde éducative que vous n'avez pas nécessairement en Suisse. Malgré ça, le programme cycle se démarque du programme du primaire, ce
qui est différent de vous, parce que nous, on préconise l'approche développementale et l'apprentissage sur le jeu. Et là, tu parlais de la grille horaire, parce que ça a un peu créé justement certaines tensions entre les enseignants primaires préscolaires lorsque on a vu dans le programme cycle qu'on doit maintenant, c'est prescrit en fait, d'avoir 2 périodes de jeu d'au moins 45 minutes dans les classes d'éducation préscolaire, maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, ce qui n'était pas avant prescrit dans le programme. Mais malgré ça, il y a quand même une primarisation. On peut voir quand même une certaine tension qui s'installe sur les épaules des enseignantes à l'éducation préscolaire. Puis ma question, tout ça pour excuse le long préambule pour ma question. Est-ce que vous aviez un programme plus axé sur l'approche développementale avant que ce programme-là soit plus axé sur les disciplines? Il y avait une diversité, en fait, au niveau des cantons qui était assez grande. Alors, bien sûr, c'était beaucoup plus axé dans une approche développementale que maintenant. Je n'aurais pas envie de dire que c'était carrément l'autre bascule. Il faudrait que j'aille chercher des exemples, des souvenirs que j'ai. C'était quand même plus orienté sur le développement de l'enfant. Mais là, je m'appuie sur celui de Fribourg. Voilà, c'était cantonal, en l'occurrence. Et puis pas obligatoire. Et puis aussi, parce que tu dis quelque chose, et c'est en préparant cette conférence, je me suis aussi dit, effectivement, parce que ce que tu es en train de me dire me questionne beaucoup, c'est que malgré ça, chez vous, justement, il y a cette primarisation qui est visible, alors que c'est clairement écrit dans les plans d'études. Et donc, il y a vraiment aussi quelque chose en lien avec l'évolution en fait, de la société, des attentes qu'on a vis-à-vis de l'école. Et que malgré tout, dans la conscience collective, ça passe par une approche plutôt disciplinaire et académique. Et c'est vraiment très dur de faire entendre l'inverse en tant que spécialiste. On se rend compte que ce qu'on voit au primaire tend à finalement influencer l'éducation préscolaire et pas le contraire, comme je mentionnais tout à l'heure, dans la transition entre les deux milieux. En tout cas, ce qu'il y a maintenant, c'est qu'on sent que peut-être qu'il y aura peut-être des changements dans l'autre sens, parce que le fait qu'on n'a pas résolu les difficultés qu'on a évoquées en 2006, là, par rapport à l'étude, en se disant, quand j'évoquais, c'était la question de faire en sorte qu'il y ait moins d'enfants qui rencontrent des difficultés et tout, on n'a pas résolu ce problème-là. On a même augmenté des problématiques avec des élèves qui rencontrent finalement qui ne sont pas bien dans leur peau, qui n'arrivent pas à entrer dans le monde scolaire, etc. Et tout. Donc, on ne répond pas aux attentes par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, il faut trouver d'autres solutions pour y arriver. Merci. Il y a 2 questions dans le chat. La première, c'est quel parallèle est-ce qu'on peut faire entre le contexte suisse où la maternelle est maintenant obligatoire et le programme préscolaire québécois où les domaines de développement global sont prépondérants? Puis je crois que vous avez quand même la reconnaissance des apprentissages fondamentaux. Nous, on n'utilise pas ça ici comme terme, apprentissage fondamentaux, mais je crois que ça réfère quand même au développement global en quelque sorte, ou en tout cas de préconiser l'apprentissage par le jeu, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, reconnaissance, oui. Mais c'est une reconnaissance, en fait, fragile, alors de plus en plus reconnue, notamment par le département du canton de Vaud, mais ça reste un département, par les collègues, quand même, qui travaillent sur le domaine, ou des collègues didacticiens, mais c'est encore quelque chose de fragile, j'ai envie de dire, que ça reste, et que cette reconnaissance, elle se fasse sur le long terme. Et puis, le jeu, effectivement, est un élément qui est très fortement inscrit dans ce qui est les apprentissages fondamentaux, mais il y a également tous les autres, finalement, les autres outils qui font qu'on va pouvoir être un élève qui pourra apprendre dans le contexte scolaire. Et puis, j'évoquais avant la question de l'apprentissage en collectif, apprendre avec les autres, apprendre à apprendre. Donc, il y a plein de savoirs qu'on souhaite travailler et qui sont finalement, oui, reconnus par les apprentissages fondamentaux, mais pas directement inscrits dans le plan d'études. Ouais. Autre question. Est-ce que les parents ont aussi de plus en plus d'attentes de primarisation pour leurs enfants avec le changement qui s'est opéré dans les cantons? Est-ce que la perspective des parents a changé avec ce nouveau programme? Je pense,
il y a tellement d'hétérogénéité dans les parents que c'est difficile d'avoir une réponse simple là-dessus. Je pense que oui, il y a en tout cas, mais c'est le souci de la réussite scolaire de son enfant a un impact assez fort, je pense, sur certains des parents. Après, de là, aller dire que c'est une influence déjà à 4 ans, je ne travaille pas sur ce domaine, donc je ne pourrais pas m'avancer. Mais en tout cas, pour les enseignantes qui sont 3-4, au début du primaire, oui, elles le ressentent. Lorsqu'on parle d'évaluation avec ces enseignants-là, elles sont... voilà, elles se disent, ouais, mais les parents, ils ont des grandes attentes, donc je dois leur prouver que leur enfant a réussi ou bien rencontre des difficultés, et je peux seulement prouver par des traces écrites. Donc voilà, dans quel sens ça va, c'est vrai que c'est difficile. Mais oui, il y a des attentes en lien avec la primarisation. J'avais une question, monsieur, concernant justement l'espèce de, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, le regroupement, disons, avec le Concordat à Armos, ouais, le regroupement un peu normatif, législatif, avec le plan d'études qui est bon pour toute la Suisse, puisqu'on sait, mettons, socio-économiquement, quand on libéralise un milieu, ben ça pousse plus à l'innovation. Est-ce que les résultats des élèves ont augmenté en moyenne en Suisse depuis que le Concordat a été adopté à majorité, ou vous n'avez pas de données ou... Ouais. Alors, je vais essayer de répondre à votre question sans dire trop de bêtises. D'abord, un premier petit élément de contexte. J'ai fait un raccourci où dans l'élément contextuel, comme on parle plusieurs langues en Suisse, on a aussi plusieurs plans d'études. Donc, on a un plan, le plan d'études sur lequel je m'appuie, c'est celui de la région francophone qui réunit les régions. Le canton de Vaud. Oui. Voilà, canton de Vaud, mais aussi Genève, Valais, Fribourg, Berne et Neuchâtel. Et puis, donc là, lui, il a été introduit tout de suite après l'adoption du Concordat en 2011, alors que les germanophones, ils ont pris plus longtemps, mais ça regroupe aussi une partie beaucoup plus grande du territoire suisse. Et eux, ils l'ont introduit en 2021, donc 10 ans plus tard. Et notamment chez les germanophones, la place du jeu, par exemple, elle est inscrite dans le plan d'études, alors que ce n'est pas le cas chez nous. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément par rapport aux effets sur PISA, ça a été justement, en tout cas, à se dire, ben voilà, est-ce que ça peut avoir un impact sur les résultats? Et ça a été en fait un des éléments aussi qui a été relevé dans les différents rapports pour arriver au Concordat Armos, c'était les résultats des élèves en 2000, je crois, et puis se dire, mais il faut qu'on trouve une solution pour que les élèves réussissent mieux au niveau d'Armos. Je ne crois pas qu'on est meilleur. Mais je serais moins, c'est là, je disais, j'ai une réponse un peu entre deux. On est plutôt dans des guéguerres de territoire entre cantons pour se dire non, on réussit mieux que l'autre région, qu'une idée de comparer au niveau national. Mais en tout cas, bien évidemment, au niveau du français, on parle toujours du fait qu'on est moins bon, etc. Mais voilà, le lien, je trouve qu'il est tellement difficile à faire pour se dire, voilà, c'est le fait d'avoir rendu l'école obligatoire ou bien d'avoir fait ça que les résultats à 15 ans sont différents. Bernard, Oui, merci pour ce panorama très complet et vraiment très intéressant. Je beaucoup apprécié. Je découvre des choses parce que j'étais en Suisse avant, j'ai quitté la Suisse depuis quelques années. La première chose, en lien avec ce que disait Jérémy, sur le monitorage. Alors, pour le monitorage, c'est un cyclique en Suisse, tous les 4 ans, il y a le fameux rapport du monitorage d'éducation qui apparaît, excusez-moi. Et puis, je me demandais par rapport, puisque tu évoquais en introduction le fait que finalement, il y a des critères sociaux qui ont justifié d'une certaine manière un argumentaire qui peut être politique, qui peut être scientifique, sur pourquoi scolariser à partir de 4 ans. Est-ce que dans le dernier rapport de monitorage de l'éducation, les standards Armos, c'est qu'un élément parmi d'autres du monitorage, mais il y a d'autres données qui sont produites. Est-ce que dans le dernier rapport éducation en Suisse, on évoque cette perspective de dire, mais tiens, sur la scolarisation à 4 ans, est-ce qu'il y a eu un certain nombre d'effets en termes d'équité, puisque c'est un des critères d'évaluation en Suisse, l'équité du système. Est-ce qu'il y a eu un effet sur l'équité du système à travers le fait qu'on scolarise de manière obligatoire et de manière plus précoce des élèves issus de tous les milieux sociaux? Ça, ce serait ma première question.
La deuxième, je peux, une deuxième? Alors moi, je trouve très intéressant sur la question de la grille horaire, parce que finalement, s'il y avait bien une innovation qui avait été intéressante en Suisse, c'était ce qu'on appelait la didactique des apprentissages fondamentaux, qui a été portée par des collègues à toi, qui a été portée, je crois, dans les HEP par un certain nombre de personnes formatrices, avec des enseignants, des enseignantes, etc. Et puis je me dis, mais finalement, quand on en arrive à une grille horaire où on a des apprentissages fondamentaux, puis des apprentissages disciplinaires dans les premiers degrés à Armos, quand je vois des maires qui sont des maires disciplinaires sur les premiers degrés à Armos, je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné, cette fragilité, c'est pas simplement, elle n'a pas abouti à une perte d'identité de ce qu'étaient les apprentissages fondamentaux et de ce qu'on voulait mettre en place. Et puis je vois aussi derrière ça, il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y avait un centre de compétences intercantonal, mais là je parle très suisse, hein, mais ça m'intéresse si j'ose. Il y avait un centre de compétences intercantonal qui valorisait aussi la didactique des apprentissages fondamentaux, puisqu'il y avait un master en didactique des apprentissages fondamentaux, si mes souvenirs sont bons. Et je me dis, quand je vois la grille horaire, quand je vois des maires disciplinaires en 1-2H, quand je vois que les masters n'existent peut-être plus, que reste-t-il de cette identité des apprentissages fondamentaux que vous avez porté, que vous avez voulu mettre en place? Et je trouve ça un peu inquiétant, finalement. Et ça rejoint un peu ton raisonnement et tes inquiétudes. Alors, mes inquiétudes, c'était dans... Si tu veux, j'ai envie de dire que oui, c'est porté très fortement dans le contexte vaudois et valaisan. Ouais. Et j'ai envie de dire qu'il y a encore énormément de travail à faire pour que ce soit porté de manière plus forte dans toute la Suisse romande. Effectivement, il y a eu ce master-là, mais il a arrêté. Donc, maintenant, on a repris. En fait, il y aura au niveau de la HEP Lausanne, dans le MASP, c'est une formation entre la HEP et puis l'UNIL. Donc, il y aura là des modules. Mais c'est-à-dire que l'envie de départ qui a été d'avoir ce master pour toute la Suisse romande, on a pu former quelques collègues qui justement maintenant travaillent dans les HEP, mais ça reste vraiment dans notre contexte, Vaud et valaisan. Et pourquoi je disais c'est fragile, c'est plutôt dans le sens au niveau le territoire, justement, de faire en sorte que c'est beaucoup plus de place. Et pour moi, ça passe par un travail justement sur le plan d'études, en fait. C'est-à-dire un travail de manière plus générale, parce que là, en fait, si on veut la formation des enseignants, mais l'organisation aussi dans les classes, elle est faite par rapport au plan d'études. Et puis du coup, si on peut avoir un travail beaucoup plus conséquent sur la question du plan d'études, donc ça va aussi pouvoir légitimer la place. Dans le plan d'études, la notion d'apprentissage fondamentaux, est-ce qu'elle apparaît? Oui, mais c'est une page 14. En fait, elle apparaît dans les commentaires du plan d'études. C'est pas comme je vous ai montré les mathématiques, les différentes disciplines. Donc en fait, entre nous, qui va lire les commentaires de ces plans? C'est-à-dire que nous, on doit vraiment la pointer. Au moins, elle justifie le fait que ça existe. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Il y a c'est très fort. Ça dit, ça, sa place, c'est là. Ça se voit dans la grille horaire. Mais là, je vous montre la grille horaire du concours. Ouais. Et puis, se dire que là, il y a justement des gens, et notamment Pierre Georgie, qui travaille très fortement aussi en lien avec le département, qui arrive à se battre pour ça. Après, j'aurais envie de dire que dans les autres cantons, c'est différent, il y a des choses différentes. Et c'est pour ça que pour moi, ça passe par, pour moi et mes collègues, ça passe par le plan d'études. À mon avis, c'est aussi un changement majeur. Parce que lorsqu'on discute avec nos collègues didacticiens, par exemple, lorsqu'on a un débat, moyen d'enseignement, pas moyen d'enseignement, est-ce que ça pourrait être plus souple, pourquoi vous avez tant d'activités structurées, etc. Lorsqu'on a ces échanges avec nos collègues, très vite, nos collègues disent « mais c'est écrit dans le plan d'études ». Et puis, on se dit oui, mais on ne pourrait pas faire autrement. Et puis, en fait, c'est-à-dire que souvent, le débat, il se limite au plan d'études. Donc, c'est une valeur assez forte et c'est reconnu par nos collègues. Donc, en fait, je pense qu'il y a quelque chose ici à repenser de manière beaucoup plus forte. Merci. Et puis, j'ai pas lu le dernier rapport. Tu dis le rapport suisse. Voilà, alors je vais volontiers regarder et je t'enverrai un mail. Je vais chercher cette question-là pour être plus au clair. Ouais. Les échanges que l'on se poursuit. Il y a d'autres questions. Ça se poursuit. S'il y en avait d'autres ici dans la salle, ça va. Il y a une question. Est-ce qu'il y a un impact sur les conditions de travail des enseignants? En France, l'obligation à 3 ans s'est traduite par une moindre exigence de normalisation des corps en temps-plein, notamment la propreté, ce qui était attendu des parents auparavant. Donc, est-ce que les conditions de travail des enseignants sont à revoir par l'âge vraiment plus jeune, finalement, des enfants avec l'école obligatoire?
Elle est assez difficile. Parce que d'abord, en écoutant la question, j'ai pensé d'abord au niveau salarial. Ouais. Donc avant 2009, clairement, les enseignants et enseignantes qui travaillaient dans les 2 premiers degrés école enfantine étaient moins payés que les enseignants du primaire. Et puis, c'était essentiellement des femmes. Genre, 99%, c'était représenté par un corps féminin. Maintenant, la différence fait que le salaire est exactement le même. Donc, j'ai envie de dire, ben, voilà, au niveau du salaire. Et puis, il y a plus, alors ça reste mineur, mais il y a quand même plus en plus d'hommes qui choisissent aussi d'enseigner dans ces degrés-là, comme une sorte de valorisation. C'est pour ça que je pensais à ça dans la question. Dans les débats qu'il y a eu, mais notamment là, je me réfère plutôt dans les débats du canton de Fribourg où les enseignants, je dirais l'école enfantine commençait à 5 ans, ça a été une crainte justement des enseignants de devoir faire des tâches pour lesquelles elles n'ont pas été formées en se disant, ben voilà, à 4 ans, si on a des enfants qui ne sont pas propres, ou des soins et tout. Donc, ça a été un peu débattu. Je pense que bien évidemment, il y a en début de l'entrée à l'école, il y a peut-être des activités qui sont un peu différentes, mais je ne pense pas que ça a modifié radicalement les tâches des enseignants. C'est plutôt qu'on va travailler sur d'autres modalités de travailler avec les enfants de 4 ans. On va le faire avec des élèves de 6 ans, mais pas sur ce type de soins comme vous l'avez évoqué. Parce que nous, au Québec, c'est un enjeu, on peut l'observer. Des enseignantes de maternelle 4 ans, parfois, les enfants sont pas propres, mais elles ne peuvent pas donner les soins aux enfants sur le plan du syndicat. Donc, elles peuvent aider verbalement, mais elles ne peuvent pas aider les enfants dans cette notion-là. Par contre, en CPE, par exemple, les éducatrices peuvent offrir les soins. Ça fait partie de leur tâche, finalement. Donc, ça change un peu la façon de voir l'enfant, de normaliser un peu, finalement, les apprentissages de l'enfant. Il devrait être propre en entrant à l'école. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, vas-y. Moi, je me demandais, tout à l'heure, j'ai vu votre image comme HEP, June, Lausanne et toutes les autres écoles de pédagogie, universités suisses. Je me demandais, nous, au Québec, la formation universitaire à l'enseignement, disons préscolaire primaire, est très semblable dans toutes les universités québécoises, à part peut-être les universités anglophones que je n'ai pas particulièrement, je ne connais pas partout. Mais je me demandais si en Suisse, c'était semblable, la formation à l'enseignement, entre les différents milieux qui l'offrent. Alors, là, juste sur la structure par rapport aux années des diplômes qui sont faits, on voit que dans les cantons francophones, elle est semblable. Donc Béjune, c'est donc le Berne francophone et Neuchâtel et le Jura. Fribourg, Vaud, Valais et Genève. Donc, on a le même type de diplôme, mais on verra en fait des variations par rapport la langue, j'imagine. En fait, c'est la langue qui vient. Voilà, mais là, c'est tout français. Puis, du côté des Allemands, on va voir des diplômes différents. Soit ils font que les 2 premières années, et puis le primaire, on voit ça à différents endroits où il y a le préscolaire, par exemple, et puis, je crois que Soleure, par exemple, c'est un canton germanophone, et puis après 3-6 ans, donc 2 diplômes différents. On a aussi ceux qui... non, pardon, Soleure, c'était le mauvais exemple, parce qu'ils proposent les 2 premières années d'école enfantine plus les 2 premières années du primaire, donc ce cycle élémentaire, comme étant un diplôme pour les 4 premières années, et ensuite pour les 4 années suivantes. Et puis, on a, par exemple, les Grisons, où on a les 2 premières années, et puis après, on a tout le primaire. Donc, il y a un peu des variations. Ouais. Certains endroits, ça se chevauche. Oui, c'est ça. Il y a une manière de penser les premiers degrés de la scolarité qui est un peu différent du côté germanophone. On se rapproche plus de l'Allemagne et donc peut-être en fait une envie de proposer une formation aux enseignants plus longue et plus centrée sur les spécificités de ces degrés-là. Je vois le temps qui file. Il y a une question qui revient 2 fois, donc je ne sais pas si on peut terminer avec cette question-là. Puis, j'ai mentionné au début de la présentation dans le clavardage que le PowerPoint, on pourra le rendre disponible. En fait, si les gens ont d'autres questions, ils pourront me contacter à ce moment-là.
La question qui est remise ici, c'est par rapport aux impacts de la préscolarisation, donc le fait de rendre l'école obligatoire à 4 ans. Est-ce qu'on a documenté, c'était quoi les effets, par exemple, sur le taux de décrochage, le niveau d'engagement des élèves dans leur cheminement scolaire, l'échec scolaire, l'estime de soi, la dépression, le burn-out dans la suite du parcours scolaire? Est-ce qu'on a mesuré les retombées positives, négatives de ces choix, de ces plans d'études-là, de ce plan d'études-là sur le cheminement plus à long terme des élèves? On a pas mal d'indices mesurés en tant que tels. Je pense qu'il y a encore du travail à faire par rapport à ces différentes dimensions que tu relevais maintenant. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens-là. Mais l'indice que j'évoquais, c'était la question des signalements, justement, des élèves en difficulté. C'est un premier indice. Voilà, on a aussi des indices qui nous sont rapportés des enseignants, des élèves qui ont des problèmes d'attention, qui n'arrivent pas à rester longtemps attentifs sur des tâches, etc. C'est en lien avec les signalements, on va dire les TDAH, etc. Voilà, il y a quelque chose, il y a ce type d'indice. Mais effectivement, il y a du travail d'études à mener sur ces questions-là. Il y a justement une observation sur les signalements. On parle de cette augmentation-là. Donc, les enjeux observés chez les jeunes enfants depuis l'introduction du système, donc de l'école obligatoire. Le côté positif serait qu'on peut offrir des services plus rapidement, mais la pression ressentie par les enseignants que l'enfant entre dans le cadre attendu, donc une certaine normalisation, ça pourrait faire en sorte qu'on étiquette plus rapidement les enfants comme ayant des troubles pour qu'il y ait encore une plus grande pression, pour qu'on puisse rediriger certains enfants vers les classes spécialisées de façon prématurée. Est-ce que c'est quelque chose qui a été observé? Donc, est-ce que ce genre de recrutement existe aussi en Suisse, les classes spécialisées, les troubles, les diagnostics, un peu comme tu le mentionnes? Alors, comment dire, oui et non. Il y a l'enjeu de faire ces signalements pour montrer que, justement, par rapport aux pressions des enseignants et tout, donc la pression des enseignants qui seraient peut-être dans les degrés primaires ou des parents pour montrer qu'on a repéré quelque chose. Oui. Après, l'idée, par rapport à l'enseignement spécialisé, on est vraiment en ce moment, en tout cas, dans une politique de pédagogie inclusive. Donc, l'idée, c'est que voilà, ça serait plutôt pour avoir du soutien pour l'élève, mais qu'il reste en classe. Ce n'est pas forcément des élèves qui sont sortis et qui vont dans une école spécialisée. Donc, l'idée, c'est quand même que les élèves puissent rester dans une école inclusive les 4 premières années. Les 4 premières années. Puis ensuite, peut-être qu'il y aurait plus de... Ça dépend, c'est des cas spécifiques. Ouais. Merci. Merci pour tes réponses. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps, mais par respect pour la présentation, on va s'arrêter là. Donc, merci beaucoup. Merci.